Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Débat. En Afrique subsaharienne, la dépigmentation artificielle touche 25 à 70% des femmes. En Côte d'Ivoire, une femme sur deux a déjà eu recours à la dépigmentation artificielle. Ces femmes se dépigmentent avec des corticoïdes, avec de la carotène, de l'eau de javel, de l'hydroquinone, de la potasse, des tessons de bouteilles, également des produits et puis du glutathione qui est donc cette dernière nouveauté. Glutathione, très à la mode, en injection, en gélule, en sirop également. Les complications sont multiples et mènent souvent à la mort. Dans certains cas, le cancer de la peau, insuffisance rénale. Des professeurs sont sur le plateau pour nous en parler. Alors pourquoi se dépigmenter? Est-ce le refus d'accepter son apparence ou est-ce l'influence des médias? Ou encore, est-ce que les hommes préfèrent les femmes claires? Malheureusement, même certains hommes se dépigmentent. Certaines mères dépigmentent leurs enfants. Certaines femmes emmenées à être mères avalent des gélules pour que, à ce qu'il paraîtrait, le bébé ait un beau teint. Nous allons tenter d'y voir plus clair ce soir et comprendre pourquoi ce phénomène de dépigmentation à la peau dure. Pour ce faire, nous recevons des experts, chacun dans son domaine. Nous recevons M. Ghislain Koulibaly. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Vous êtes sociologue et vous êtes également expert en genre. C'est bien cela. Alors, la particularité, l'expertise en genre, qu'est-ce à dire? Alors, l'approche genre vise à réduire les inégalités de tout type. Inégalités politiques, économiques, sociales, institutionnelles, entre les filles et les hommes, les filles et les garçons, les femmes et les hommes, entre les différentes couches sociales, donc les différentes classes sociales. Et donc, c'est l'objectif. Donc, quand on regarde la problématique qu'on va aborder, sous le prisme du genre, c'est de voir comment les inégalités peuvent être renforcées à travers ce phénomène ou pas. Merci d'être là. Monsieur Do Marcelin, bonsoir. Bonsoir, Touré. Alors, vous êtes président d'ONG, président du collectif de lutte contre la dépigmentation artificielle. C'est cela. Et on vous sent très engagé dans votre combat. Véritablement, parce que pour nous, nous avons un objectif à atteindre, freiner considérablement cette thématique qui a connu une très belle avance en Afrique et principalement en Côte d'Ivoire. Merci à vous d'être là. Monsieur Liémé, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Confrère, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste à Radio Côte d'Ivoire. C'est bien cela. Et vous avez également été Super Ebony 2023. Merci. Félicitations à nouveau. Merci, madame. Et vous vous spécialisez dans les causes humanitaires et sur les questions de société. C'est bien ça. Et ce, depuis longtemps? Oui, depuis plusieurs années maintenant, on prend plaisir à donner la parole aux plus faibles, mais à s'intéresser surtout aux questions qui font bouger notre société. Merci à vous également d'être avec nous. Professeur Kaloga Mamadou, bonsoir professeur. Bonsoir madame. Alors vous êtes professeur titulaire en dermatologie. Oui. Et vous êtes également vénérologue. Oui, je suis également vénérologue. Qu'est-ce qu'un vénérologue? La vénérologie est la science qui étudie les maladies sexuellement transmissibles ou encore maladies sexuellement transmissibles. D'accord. Les maladies sexuellement transmissibles. Voilà, nous nous occupons de ces patients au CHU. Merci à vous, en tout cas, messieurs, d'être sur notre plateau ce soir. Alors, il s'appelle Ahmed Traoré, le reporter Ahmed Traoré. Nous avons un premier élément à vous proposer. Ce sont des témoignages et juste après, nos invités sont... Il y a une femme, bon, je vais taire le nom du secteur et autres là. Bon, elle a tellement mis du produit, puisque les produits là, ce n'est pas des produits au fait qui sont... elle-même fabrique des produits. Voilà, arrivé à un certain stade,
Bon, elle veut tellement bien faire qu'elle-même elle fabrique des produits, elle fait des mélanges. Ces mélanges-là, elle a utilisé et vraiment, ça a vraiment gâté sa peau. Bon, tu vois sa peau, bon, elle est sur plusieurs couleurs. Il y a du noir, il y a du rouge, tu vois, non? C'est vraiment, au fur et à mesure, bon, sa peau a commencé à se gâter. Bon, elle allait à l'hôpital. Bon, quand elle allait à l'hôpital, on lui a prescrit des médicaments, des traitements. Elle a fait, ils ont fait, mais ça n'a pas revenu. La peau n'est plus revenue à la normale comme avant. Aujourd'hui, elle est là, mais on a peur même de la regarder. Les gens même l'ont surnommé tout ça là, à cause de sa peau. Elle regrette aujourd'hui, mais le mal est déjà fait. Donc, je profite pour ça pour dire à les femmes qui se dépigmentent, vraiment, de penser aux conséquences. Il y a trop de conséquences après. Mais les femmes, quand elles sont dans l'euphorie de la chose, elles ne pensent pas à ça. Elles veulent vraiment se devenir claires, plaire aux gens, et elles ne pensent pas aux conséquences. Hein? Les conséquences sont vraiment graves. Hein? Donc, si les femmes qui, aujourd'hui, qui veulent s'adonner à ce genre de pratiques, moi, je les exhorte vraiment à réfléchir beaucoup. Parce que vraiment, c'est très dangereux. Aujourd'hui, tu vois, ça commence à aller, mais quand les effets secondaires vont commencer à se reproduire, vraiment, c'est là que tu vois que vraiment, tu as abandonné, tu es dans la détresse, tu es dans la souffrance. Donc moi, je demande aux femmes là, vraiment, de garder leur peau. Que ce soit elles sont noires, quoi, qu'elles restent telles que Dieu les a créées. J'ai un voisin, présentement lui-même est décédé, mais il a sa femme, franchement, elle a détruit sa peau, hein, avec des produits, bon, je ne sais pas comment appeler, je ne sais pas c'était quel genre de produit, mais c'était des produits pour se dépigmenter la peau. Bon, vraiment, les conséquences sont tellement terribles pour elle, vraiment, elle regrette amèrement. Elle ne peut même pas se regarder dans une glace. Elle a honte même de faire face aux gens. Tout son visage est brûlé. Son corps même, vraiment, c'est pas je la vois. C'est pas ce qui les pousse à faire ça. Hein? Moi, si je peux donner conseil à nos sœurs, moi j'aimerais qu'ils restent tels qu'elles sont. Au lieu d'aller se détruire la peau, ouais, c'est pas pour se dire ton homme, tu n'as pas besoin d'aller te dépigmenter. Tu peux se dire ton homme en restant naturel tel que Dieu t'a créé. Mais il faut être propre. Voilà, alors ce sont des témoignages édifiants. Nous allons vous demander de réagir à ce premier élément qui a été diffusé. Mais juste avant, nous souhaitons pouvoir interagir avec les personnes qui nous font l'amitié de nous regarder. Nous ouvrons le QR code. Le QR code qui va s'afficher et il va vous suffire donc. Vous pouvez rentrer en contact avec nous et avec grand plaisir, nous allons leur transmettre vos différentes préoccupations. Alors, je commence par vous, M. Ghislain Coulibaly. Que vous inspire cet élément de reportage? Merci. Alors, j'ai suivi ce reportage avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt. Le constat que je fais, c'est que ceux qui en parlent savent bien exactement de quoi il s'agit, puisqu'ils le décrivent avec des détails. Et ce qu'il est bon de constater, c'est que malheureusement, personne n'y échappe. Parce qu'on se rend bien compte que les femmes, par exemple, qui ne sont pas nanties, donc pauvres, elles se blanchissent la peau. Les femmes qui sont d'une certaine classe sociale riche se blanchissent également la peau. Les femmes intellectuelles ou dites intellectuelles se blanchissent la peau. Les femmes non instruites se blanchissent la peau. Les hommes, les garçons se blanchissent la peau au même titre que les femmes et les filles. Les individus issus de différentes obédiences religieuses se blanchissent également la peau. Aucune religion n'y échappe. Ce n'est pas parce qu'on vit en milieu rural qu'on échappe aussi à cette problématique. Qu'on soit en milieu urbain ou en milieu rural, tout le monde peut s'adonner au blanchiment de la peau. Donc c'est un phénomène d'ordre social. C'est un phénomène d'ordre social. Très bien. Monsieur Don Marcelin, quels sont vos propos après cet élément? Oui, bon, je pense que M. Coulibaly est passé, il a balayé. À la réalité, c'est vrai, tout le monde peut être sujet à la dépigmentation, mais avec chacun sa motivation. Avec chacun sa motivation, il y a certaines personnes qui s'inscrivent dans la dépigmentation par motivation des raisons culturelles. Il y a des personnes qui souffrent de ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Il y en a d'autres
qui par peut-être question de mode s'y adonne également. Il y a, comme les témoignages l'ont dit tout à l'heure, il y en a qui le font juste dans l'esprit de pouvoir attirer l'attention du partenaire conjugal. Donc, à titre de pouvoir, j'allais dire, séduire le partenaire. Mais je voudrais dire plus loin que la dépigmentation rime avec sexe. La dépigmentation rime avec sexe, absolument. Parce que quand on s'y adonne, c'est toujours dans le sens de pouvoir attirer le partenaire ou alors le sexe opposé. Généralement de façon à 90%. Mais au-delà de là, il y a d'autres aspects qui peuvent s'inscrire dans le cadre d'esthétisme ou alors peut-être pour une question pour résoudre un problème pathologique. Voilà, qui n'a rien à voir avec le sexe. Qui n'a rien à voir avec le sexe. Oui. D'accord. Monsieur Ly Aimé, les recherches que vous faites, les sujets qui vous intéressent, si vous deviez nous faire un peu le résumé de vos recherches en ce qui concerne, par exemple, la période, l'âge des femmes qui s'adonnent à la dépigmentation. Quelle synthèse pourriez-vous nous faire? Avant d'arriver à cette question, je voulais justement réagir sur les éléments que nous avons suivis tout à l'heure. Vous voyez que les deux personnes qui sont intervenues ne sont pas ceux-là même qui pratiquent la dépigmentation. Mais ils ont vécu, ils ont vu dans leur entourage des gens qui ont pratiqué la dépigmentation et voilà, qui en ont connu des conséquences. C'est la preuve que des gens s'adonnent à une pratique, mais ils ne sont pas fiers eux-mêmes d'en parler. C'est-à-dire que des gens se sont dépigmentés, mais les conséquences qui en découlent, ils ne sont pas fiers devant une caméra de venir évoquer ça. C'est d'autres personnes qui en parlent. La pratique à la peau dure, quand elle arrive, quand les conséquences arrivent, on ne les assume pas et pourtant, ça continue de courir au sein de nos sociétés. Et les personnes de tous âges sont concernées. Que ce soit des jeunes, des adultes. Vous verrez par exemple une dame dans votre quartier qui jusqu'au-delà de 30-40 ans, peut-être avec la teinte naturelle de sa peau, mais que vous ne reconnaissez pas dans 2 mois, 3 mois après. C'est dit que ce n'est pas un phénomène qui est forcément circonscrit dans un âge, dans une tranche d'âge précise, même si à la vieillesse, on n'est plus vraiment sujet à s'adonner à cette pratique-là. Mais aujourd'hui, dans nos sociétés, les jeunes s'adonnent à la dépigmentation dans une proportion peut-être un peu plus grande que lorsqu'on prend de l'âge, mais tout le monde est pratiquement concerné par ce phénomène. D'accord. Professeur? Avant de dire quelque chose, j'aimerais dire que peut-être après avoir regardé ces deux personnes qui viennent de parler, je pense qu'on n'a plus rien à dire parce que tout a été dit. C'est ça. Ils ont bien résumé. Ils ont tellement bien résumé la dépigmentation cosmétique artificielle et la dépigmentation cosmétique ou la dépigmentation artificielle qu'il n'y a rien à dire. Mais toutefois est-il qu'il faut retenir que cette dépigmentation-là, c'est fait dans la tranche d'âge entre 20 et 40 ans. Le phénomène nouveau, c'est la dépigmentation des enfants. C'est vrai qu'on n'a pas de chiffres, mais de plus en plus, on voit dans nos consultations, lorsque les mères arrivent, « Ah, mon enfant, il devient noir ou bien il est plus noir, je souhaite qu'il ait... Est-ce que vous ne pouvez pas nous conseiller ?» Ça, c'est le phénomène nouveau que nous voyons. Ce qu'il faut constater aussi, ce qu'on constate aussi dans la dépigmentation, c'est que c'est un phénomène de mode, c'est vrai, dans la ville. Mais lorsque les jeunes filles quittent le village, où elles n'ont pas connaissance de ces pratiques-là, quand elles viennent en ville et qu'elles voient les affiches un peu partout, et lorsqu'elles voient ces femmes claires dans nos métropoles, elles vont commencer à s'adonner à la pratique. L'objectif, c'est de se rendre belle et de séduire. D'accord. Maintenant, dites-nous, alors, en consultation, une femme qui vient avec son enfant et qui vous demande des conseils et des produits pour dépigmenter l'enfant, une fois qu'elle a connaissance des dangers, de la dangerosité, justement, est-ce qu'elle renonce? Mais non, elle ne renonce pas. C'est là tout le problème. Quand une personne a décidé de se dépigmenter, je vous assure que vous ne pouvez rien faire. Même sur son enfant? Même si son enfant. Vous tentez d'expliquer. Souvent, il m'est arrivé de faire 45 minutes, minutes de consultation
avec certaines personnes pour expliquer le danger de la dépigmentation. Essayer de leur dire de ne pas faire la pratique. Mais vous vous rendez compte, plus tard après, que ces personnes-là viennent avec des conséquences dramatiques qu'il faut prendre en charge. On est des médecins, on ne les repousse pas. Je tiens à dire ici, sur ce plateau, que nous ne les jugeons pas. Nous sommes là, nous sommes des médecins, parce que certaines ont peur, quand elles ont fini de faire ces pratiques-là, de venir à l'hôpital pour qu'on prenne en charge les complications. Elles n'ont pas à avoir peur. Nous sommes des médecins, on ne juge personne. S'il y a des complications, nous sommes là pour les traiter. Et c'est ce que nous faisons. Mais il est difficile de dissuader quelqu'un qui veut faire la dépigmentation de ne pas faire la pratique de la dépigmentation. Alors, on a bien compris que les femmes, majoritairement, ça donne à la dépigmentation, mais on a également conscience que les hommes, également, sont concernés par la dépigmentation. Oui, les hommes sont concernés, mais à une très faible proportion. D'accord. À une très faible proportion. Il s'agit généralement d'artistes ou même de footballeurs. En dehors de ces deux groupes de personnes, je n'ai pas eu connaissance d'une autre catégorie qui est venue consulter pour soit vouloir faire la dépigmentation, soit pour les conséquences de la dépigmentation. Oui. Alors, Mariam, peut-être faire juste deux précisions. Oui. La première, c'est de dire, en termes de pratique, on retrouve la pratique chez les individus. C'est ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, la pratique est développée même souvent dans les ménages, donc au sein de nos familles. Et on retrouve la pratique au niveau collectif. Donc dans des groupes, dans des communautés, dans des espaces géographiques, urbains, ruraux, etc. Maintenant, le problème que moi je voudrais poser, c'est en termes de données. Les spécialistes sont autour de cette table. Je n'ai pas envie de parler de crise de données, mais souvent quand on recherche à travers les études réalisées des données, on a des données, on a très peu de données, et même quand elles existent, elles sont rarement désagrégées. Je veux dire qu'il est bon d'avoir une base de données sur la pratique de la dépigmentation qui puisse nous permettre d'avoir des proportions pour qu'on puisse répondre aujourd'hui en disant, par exemple, au niveau des garçons, on est à telle proportion, peut-être à moins de 18 ans, plus de 18 ans, telle proportion, et donc ça aussi, ça manque. Ça manque ici, la donnée. Alors, vous êtes spécialisé justement dans la lutte sur le terrain. Oui. Vous avez des données fiables, parce que moi, selon mes recherches, les dernières données remontent à 2008. C'est cela. Je voudrais, pour précision, en 2017, nous avons mené certaines enquêtes où nous nous sommes retrouvés à 60% des cas de dépigmentation. Et là, l'âge était une variante de 15 à 55 ans. Toute catégorie, en fait, parlant de 15 à 55 ans, et tout genre. Mais là, en 2023, nous sommes partis avec de nouveaux spécimens. On s'est rendu compte que nous sommes allés un peu plus haut, avec 15%. Et donc, au-delà, en dessous de 15 ans, il y avait des enfants qui étaient des sujets à la dépigmentation. Et là, nous sommes descendus même à des enfants qui avaient l'âge de la maternelle. Mais je vous assure que nous étions à Ibilekro, à l'hôpital général, où nous avons croisé au service vaccination un bébé de 8 mois qui est sujet de la dépigmentation. Donc là, il y a problème. Comme le sociologue vient de le dire, il y a véritablement problème. On ne peut pas circonscrire exactement. Et je voudrais revenir un peu sur la déclaration du professeur Kaloga en ce qui concerne la variante d'âge qu'il a touchée tout à l'heure. Donc, de 20 à 20 ans, ça, c'est les sujets qui ont, de façon aisée, donc avec la volonté, qui viennent en consultation. Oui. Combien passent devant la salle de la consultation sans entrer? Oui. Et qui sont praticiennes de ce phénomène, malheureusement. Il faille qu'ils puissent avoir des complications pour qu'elles arrivent là. Oui. Quand il n'y a pas de complications, tout va pour le mieux. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, à la réalité, le sociologue a dit, il n'existe pas, même en 2023. En 2023, la dernière caravane de sensibilisation que nous avons faite, nous avons circonscrit dans 2 régions de la Côte d'Ivoire, le Lot-du-Bois et l'Indéné-du-Hablé, qui a donné 63% des cas de dépigmentation. D'accord. Alors, ces chiffres sont... Oui.
Je vais peut-être intervenir sur ça. Ce que nous avons, c'est les prévalences hospitalières. C'est ça. Et les chiffres sont toujours biaisés. Parce que même quand vous voulez inclure quelqu'un dans une étude, si cette personne refuse, vous ne pouvez rien faire. C'est cela. Donc il y a des personnes qui vont venir parce qu'elles présentent des conséquences de la dépigmentation. Si elles refusent de participer à votre étude, vous ne pouvez rien faire. Tout à fait. On les exclut de l'étude. C'est ce qui fait aussi que, comme vous avez vu, le sociologue a dit tout à l'heure, c'est des personnes qui ne pratiquent pas la dépigmentation qui ont accepté de parler, de témoigner. Donc ça veut dire que ces personnes qui font la dépigmentation-là refusent souvent de se montrer. Donc il est difficile dans ce cas-là d'avoir des données exactes. Tout à fait, oui. C'est ça. Et même, je peux vous faire une confidence, on a été confrontés à ce problème-là avec les différents reporters, notamment Ahmed Traoré. Elles avaient accepté, et puis à la fin, elles ont dit non. On leur a proposé un visage couvert, transformer la voix, elles n'ont pas accepté. Elles ont peut-être peur d'être stigmatisées également. Mais oui, c'est une des conséquences. On va en parler. On va en parler, oui, tout à fait. C'est une des... Alors, les chiffres sont impressionnants. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, par exemple. Alors, pour que le produit soit aussi accessible et puis aussi, je dirais presque envié par une certaine frange de la population, cela veut dire que le produit agresse la cible, en fait. C'est un peu cela. Alors, quel est votre sentiment, M. Ly? Oui, justement, il est accessible. D'abord sur tous les marchés, mais en termes de communication, comme vous l'avez dit, la cible est touchée directement. D'abord à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, presque tout le monde a accès aux réseaux sociaux. Et puis, c'est quand même étonnant de voir que sur les différentes plateformes, à visage découvert comme ça, on fait la promotion de ces produits-là, qui pourtant sont interdits à la commercialisation et à l'utilisation en Côte d'Ivoire. Oui. Mais sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux, partout, des gens que vous avez vus au quartier là, peut-être même qui ont abandonné leur scolarité, qui ne sont même pas arrivés au terme de leur scolarité, deviennent je veux dire, des chimistes, voilà, des chimistes qui se retrouvent à proposer des produits à des gens qui ont un certain niveau quand même de compréhension de la vie. C'est quand même étonnant que quand il s'agit de dépigmentation, du coup, on arrête de réfléchir dans la société. D'accord. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que le sociologue a dit aussi que c'est un phénomène qui touche aussi bien la classe aisée et la classe moins aisée. La classe aisée a tendance à payer des produits plus cher, parce qu'on s'est dit que ce sont des produits qui sont sûrs, alors que la classe la moins aisée, elle se rabat sur les produits moins chers pour faire la pratique de la dépigmentation. Plus cher ou moins cher, est-ce que les produits sont toujours aussi dangereux? Non, c'est moins cher. C'est-à-dire la classe la moins aisée va utiliser les produits moins chers. Oui. Mais c'est des produits, c'est des produits plus dangereux. La dangerosité n'est pas liée au coût du produit. Non, la dangerosité n'est pas liée au coût du produit. Tout se passe dans la tête. On pense qu'en payant les produits plus chers, il y a moins d'effets. On pense qu'en achetant certaines personnes pensent qu'en achetant des produits moins chers, ça peut avoir des effets. Mais tout dépend en fait de la concentration des produits et comment on utilise ces produits. C'est ça. Je prends pour exemple. Les corticoïdes, c'est des puissances anti-inflammatoires. Et on s'est rendu compte qu'à la longue, leur usage au long cours entraînait un blanchissement de la peau. Pour des corticoïdes de retard, les injections se font tous les 15 jours. Mais pour ces personnes qui veulent se dépigmenter la peau, au lieu de tous les 15 jours, ces personnes-là font des injections tous les jours et sur une longue période. Ou bien ces personnes-là font des injections matin et soir, parce que ces personnes-là veulent rapidement des effets indésirables et des effets escomptés. Tout à fait. Ça pose problème. Pour l'hydroquinone, c'est un produit qui est utilisé pour traiter les taches. Donc, c'est des médicaments qui sont détournés de leur usage. Pour l'hydroquinone, il ne faut pas dépasser une concentration de 2%. Mais pour les produits qui sont vendus et dépigmentants que nous voyons, la concentration peut aller à 15%, 20%, voire même 50%. Oui. Donc, ça pose véritablement un problème.
D'accord. À ce stade de nos échanges, nous allons permettre au public d'interagir comme annoncé. Alors, il y a Jojo, donc en Côte d'Ivoire ici. Pourquoi les gens ne laissent pas la dépigmentation ne laissent-ils pas la dépigmentation? Aussi simple. Ensuite, pourquoi l'État n'est pas capable d'interdire ce phénomène? Ensuite, quel est le but de dépigmenter un nouveau-né? Est-ce que la peau dépigmentée peut retrouver son allure d'origine? Et puis, bonsoir Mariam, quel est le pourcentage d'hommes, de garçons qui s'adonnent à la dépigmentation? Voilà un peu. Alors, pour Jojo, il demande pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas la dépigmentation? Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas? Derrière sa question, moi, l'information que je veux lui donner, c'est qu'il y a deux types de dépigmentation. Il y a la dépigmentation naturelle qui peut être causée certainement par un choc, un problème génétique. Qui va peut-être finir par lui blanchir la peau. Et il y a, si vous voulez, la dépigmentation volontaire avec une intention manifeste de changer de coloration. La dépigmentation artificielle. Elle est artificielle, c'est vraiment avec une intention. Ça veut dire quoi? Quel est son rapport à soi et quel est son rapport au produit? Pour laisser la dépigmentation, il faut le vouloir. Il faut le vouloir parce qu'on se retrouve dans un schéma où ils savent tous que ça expose. Il y a des risques, il y a des problèmes très sérieux, mais ils continuent. Ils continuent simplement soit parce que c'est un problème de complexe. Ça peut être un problème de complexe d'infériorité. N'oublions pas que tous nos pays africains ont connu le colonialisme. Mais il y a eu aussi l'héritage du colonialisme. Et il y a eu, si vous voulez, le choc de civilisation, le choc des peuples, la rencontre des peuples. Et à cette époque de la colonisation, c'est des rapports de domination. C'est ça. Où notre dialecte, on nous interdisait de parler notre dialecte. Et il fallait être assimilé au colon. Le colon qui sait lire, le colon qui sait écrire, mais celui qui a la peau blanche. Donc, on a pu, à un moment donné, chez les femmes, chez les hommes africains, développer très certainement un certain complexe d'infériorité. Ce que vous dites est très intéressant. Et puis, on va vraiment développer cette deuxième partie-là sur les causes. Oui. Sur les causes. Mais juste avant, j'aimerais juste qu'on puisse donner des réponses succinctes à nos différents intervenants. Quel est le but de dépigmenter un nouveau-né, professeur? Quel est le but de dépigmenter un nouveau-né? C'est pour avoir la peau claire, pour que peut-être l'enfant ait une belle présentation dans la société. D'accord. C'est tout. D'accord. Alors, En fait, ça peut être aussi un fantasme de l'esprit. Parce que soi-même, on veut que son enfant soit comme ça. Parce qu'on trouve que la peau claire attire le regard des autres. Une noblesse. Et les gens veulent qu'on regarde je ne sais pas, peut-être qu'elles veulent qu'on regarde les enfants qu'elles ont. D'accord, très bien. Il voulait... Allez-y. Je voudrais donner un additif. Allez-y. Professeur, à la réalité, je pense que c'est circonscrit entre deux faits. D'accord? L'insouciance et l'ignorance. Voici les deux grands points. Et le but pour lequel les parents arrivent à dépigmenter le bébé, mais c'est très simple, Mariam Touré. Oui. Alors, écoutez, j'appartenais à une classe sociale assez basse et j'ai la grâce de pouvoir franchir un cap à un moment donné. Je dois démontrer que je ne suis plus de l'arrière-classe. Et donc, je dois démontrer la notoriété. Je dois inscrire la nouvelle ascendance que j'ai par ma catégorie sociale, l'afficher de façon physique sur mes enfants. Généralement, ça doit se démontrer. J'ai changé de classe sociale, il fallait que ça se démontre. Et nous savons que les femmes l'illustrent aisément. Donc, ça veut dire que changer de classe sociale, ça passe par la couleur. Ça frappe absolument à la couleur. Oui, à la couleur. Absolument à la couleur. Donc, c'est ce qui envoie très souvent les mamans à pouvoir non seulement décaper leur enfant, mais également, comme le professeur l'a dit, à pouvoir envoyer les autres à pouvoir adorer l'éclat de leur enfant. Parce que ça fait bien. Alors, vous allez juste... oui, généralement, les femmes qui utilisent ces produits-là sur les enfants ne sont pas noires.
la femme qui utilise elle-même le produit a tendance à l'utiliser pour son enfant. Mais pourquoi elle le fait? Parce qu'il faut montrer à son entourage qu'on est soi-même clair naturellement. Hein. C'est ça. Vous verrez que même dans certaines publicités et tout ça, on vous vend en griffe un produit qui va vous permettre d'avoir un teint clair naturel. Alors que vous-même, vous savez pertinemment que vous êtes noir. Et on vous vend un teint clair naturel. Donc quand du jour au lendemain, vous devenez clair, vous voulez que votre enfant aussi soit clair, alors qu'en réalité, il ne va pas naître clair. Il naît noir, et pour montrer à votre entourage que votre teint clair, il est naturel, vous faites en sorte que l'enfant aussi soit clair. Voilà. C'est vraiment de la psychologie, c'est un état d'esprit. C'est ça. D'accord. Alors, à ce stade-là, nous allons arriver à cette deuxième partie-là, ce sont les causes, les raisons qui motivent. Et nous avons un élément du reportage. Ouattara Seydou nous propose donc son élément du reportage sur les causes de ce phénomène. La dépigmentation de la peau se manifeste par une altération de la couleur de la peau, résultant en une diminution, voire une absence totale de mélanine dans certaines zones. Elle regroupe deux grands types d'affections cutanées. Les dépigmentations présentes dès la naissance, donc liées à des facteurs génétiques, et les dépigmentations acquises apparaissant dans le courant de la vie. Cette catégorie de dépigmentation tient parfois son origine, mais le plus souvent d'une exposition prolongée au soleil, de maladies dermatologiques, de certains traitements médicaux, d'un stress intense et d'un choc émotionnel. L'âge peut rendre certains mélanocytes de moins en moins actifs, donc des causes possibles à la dépigmentation. En effet, le processus naturel de vieillissement et les fluctuations hormonales contribuent à une production inégale de mélanine, ce qui entraîne l'apparition de décoloration de la peau. C'est aussi le cas de certains traitements médicaux à base d'hydroquinone, de dermocorticoïdes locaux ou encore des maladies de peau. Alors, M. Coulibaly puis M. Do, vous nous édifiez sur un contexte clair qui est que pour appartenir à une certaine catégorie, il faut avoir des signes extérieurs, notamment, par exemple, avoir une compagne claire ou avoir des enfants clairs. Et vous nous parliez également de ce complexe par rapport à la colonisation. Donc, ça veut dire que le mal est profond. Revenez là-dessus. En ce qui concerne, par exemple, la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des aires géographiques où c'est favorisé le fait que la femme claire soit peut-être une raison pour se dire qu'on aura de la chance? Ou est-ce que socialement, on peut l'expliquer? Alors, cette problématique rentre dans le champ de la sociologie simplement parce qu'il y a un ensemble de croyances qui encadrent la pratique de la dépigmentation. Il y a des perceptions sociales et l'individu qui est sujet de dépigmentation a des émotions qu'il doit absolument gérer. Aujourd'hui, quand vous prenez l'ensemble des aires socioculturelles, effectivement, quand vous prenez par exemple le groupe Akan chez les Agnis, effectivement, la promotion de la femme africaine, de la femme Aoulaba, c'était vraiment des canons de beauté, n'est-ce pas, qui faisaient référence. Mais aujourd'hui où nous parlons, est-ce que ça existe toujours avec ce qu'on sait? Il a parlé du digital, des médias, je veux dire, de tout ce qui est urbanisation rapide. Aujourd'hui, quand vous regardez même cette ère socio-culturelle du groupe Akan, je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes claires que de femmes noires. Tout cela pour dire que quand on regarde géographiquement, culturellement, ces canons de beauté ne résistent plus autant. Ça, c'est le premier élément. Et je parlais de complexe d'infériorité. Pourquoi? On ne peut pas occulter la phase du colonialisme avec tout son héritage. On ne peut pas l'occulter parce qu'il y a eu des influences. Qu'on le veuille ou pas, il y a eu des influences. Et ces influences font que, aujourd'hui, quelle est notre teinte de référence? Ce sont les Occidentaux, c'est la peau blanche, c'est la peau claire. Et donc,
aujourd'hui, lorsqu'on réussit, lorsqu'on arrive à quitter son ancien statut social pour se retrouver dans un nouveau statut social, généralement, celui qui marchait, il achète un véhicule, il a de nouveaux habits, mais ça ne va pas sans la teinte qui doit changer. Bien sûr. Voyez-vous, ça ne va pas sans la teinte qui doit changer, parce qu'elle est dans des éléments maintenant de symbolisation, mais surtout de reconnaissance sociale. Quand vous prenez l'espace citadin, c'est tout ce qui est regard, paraître, c'est vraiment, c'est du matu vu, passez-moi l'expression. Mais justement, comment on fait pour s'intégrer dans une vie citadine sans passer par le vecteur de la socialisation? Le vecteur de la socialisation peut être le processus de dépigmentation. Si tu es dépigmenté, alors tu es à la page, on te regarde et tu dégages une sorte de charme, de beauté, et tu es plus séduite. Il y a une femme qui me confiait ceci. Elle dit quand elle va au mariage, elle n'est pas la mariée, mais curieusement, tous les photographes viennent vers elle pour prendre des photos. Ça veut dire que quand on est clair... Parce qu'elle est claire. Justement, parce qu'on est clair, ça attire. Quand on est clair, on a la chance peut-être d'être courtisé par les hommes et d'avoir rapidement un mari. Et donc, il peut y avoir des frustrations, des discriminations parce qu'on est noir. Et donc, pour éviter et réduire toutes ces discriminations ou lutter contre ces discriminations, on peut décider intentionnellement de changer de teinte pour se donner plus de chances d'insertion dans la vie sociétale. Messieurs, la question est toute, la transition est toute faite. Est-ce que les hommes préfèrent les femmes claires? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on a des statistiques? Est-ce qu'on a des raisons d'éventuellement imaginer que ce serait vrai? Moi, je pense que c'est le sociologue qui va peut-être répondre. Mais moi, je pense que moi, personnellement, je ne choisirais pas une femme parce qu'elle est claire, mais je choisirais une femme parce qu'elle a un bon caractère. Merci. Donc, je pense que c'est cela à quoi nous devrons nous atteler. Une femme qui a un bon caractère est une femme qui mérite d'être la femme de professeur Kaloga. Mais ce n'est pas parce qu'elle est claire qu'elle va être la femme de professeur Kaloga. Si elle est claire, qu'elle n'est pas obéissante, qu'elle n'est pas gentille, elle n'est pas accueillante, une telle femme, je ne peux pas la voir chez moi. Mais il y a quand même l'attirance physique avant de voir la qualité intrinsèque de la personne. Oui, mais le sociologue a dit tout à l'heure, on a nos canons de beauté en Afrique. Avant, ce n'est même pas avant, même actuellement, on fait la promotion dans les sociétés à Caen des femmes à Oulaba, des femmes qui ont des jolis teints ébènes. Et je félicite même des associations aujourd'hui qui sont sur place, qui font la promotion de cette belle couleur noire. Et c'est des femmes que quand on les voit, elles sont bien jolies, elles ne font pas de défrisage, elles ont des cheveux bien en place. Naturel. Voilà, naturel. Les devantures des cheveux ne sont pas enlevées parce qu'elles n'utilisent pas de produits chimiques pour pouvoir faire du n'importe quoi. Voilà, donc... Alors, il y a déjà une... C'est vrai que Oui. il court que la femme claire apporte le bonheur. Oui. Moi, je ne sais pas d'où cela vient. Peut-être que le sociologue va nous dire quelque chose. Mais c'est ce qui est dit. Donc, il est dit que la femme claire apporte le bonheur. Oh, moi, je connais des couples où la femme est claire, mais le monsieur, il est toujours dans son même statut. Dans son même statut. Alors, vous appartenez à une génération différente. Est-ce que, d'abord, selon vos recherches, comment expliquer cela? Et puis également, par rapport à l'âge et à l'environnement dans lequel vous êtes, quel est votre sentiment? On l'a évoqué, hein, la question de l'influence des médias sur cette génération-là. Vous savez qu'on a tendance aujourd'hui à croire que les standards de beauté viennent de l'autre, sont ceux qu'on voit de l'autre côté. Rien qu'à regarder, je parle de Miss Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il a évoqué la question de Aoulaba et autres, mais on fait plus la promotion de Miss Côte d'Ivoire que Aoulaba, qui pourtant fait la promotion de nos canons des canons de beauté africains. Ça veut dire que ce qui est vendu, c'est plus les standards de beauté qui viennent de l'Occident. Donc, à partir de cet instant-là, quand on sait que les jeunes
de nous, notre génération, sont plus portés sur les réseaux sociaux et les médias. Comprenez qu'ils soient plus influencés par ce qu'ils voient et par ce qu'ils entendent. Mais quand cela arrive, il y a la question de l'attirance. On va peut-être aller jusqu'au mariage, mais de l'attirance à la période du mariage, il y a quand même de l'eau qui coule sur le pont. Ce qui nous attire, est-ce que c'est ce qu'on retient forcément pour la maison? Il a évoqué des valeurs que la femme doit pouvoir incarner au-delà de la question de l'attirance. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de déceptions. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de déceptions en amour. On se dit, je veux paraître comme ça pour que je puisse frapper à l'œil. Oui, c'est vrai que tu as frappé à ses yeux, mais lorsque cette beauté-là même commence à se dégrader et que même les produits qui vous ont porté jusqu'à là commencent à vous abandonner, mais ils n'hésitent pas à vous abandonner. Donc la question de l'attirance, oui, la femme claire est plus en vue parfois dans certains services. Mais moi, je veux croire que la femme même que l'on garde à la maison, ce n'est pas celle qui l'accroche forcément au premier contact. Mais au deuxième, troisième contact, il a pu déceler en elle des qualités, des valeurs qui lui permettent aujourd'hui de faire d'elle sa femme, son épouse avec qui il décide de construire sa vie. Donc la question de l'attirance, oui, les réseaux sociaux, oui, les médias ont imposé à nous, notre génération, des standards de beauté qui influencent aujourd'hui donc les choix de ces milliers de jeunes-là, mais après les conséquences, on les connaît. Monsieur Do, oui. Sur le terrain, qu'est-ce que les gens vous disent? J'ai très mal quand j'entends les gens dire la belle femme, c'est celle-là qui est claire. C'est attristant. Parce que la réalité, il faut d'abord définir ce que c'est que la beauté. C'est quoi? C'est un ensemble. C'est ça la beauté. C'est un ensemble. J'allais dire l'aspect physique, l'aspect intérieur, le professeur l'a dit, le comportemental, etc., etc. Mais écoutez, tout le monde aspire à avoir accès à une belle femme. Mais une belle femme de façon physique, qui n'est pas modérée dans son comportement, elle ne peut pas tenir dans un foyer. Ça, c'est clair. Mais je voudrais aller plus loin pour dire, on nous a imposé cette histoire du décapage. Parce qu'on nous a fait croire qu'une belle femme, c'est une femme qui a une teinte claire. Et c'est dommage. Tout est basé sur la supercherie. Tout est basé sur, j'allais dire, des zones sombres, comme il a dit tout à l'heure, notre très cher journaliste. Généralement, les gens se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et vers la fin, on trouve la zone d'ombre et malheureusement qui crée assez de clashs. Et c'est pourquoi on se retrouve avec assez de déceptions. Combien de femmes de teint clair aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont là et sont célibataires? Quand on dit que le teint clair porte bonheur, mais il y a des femmes de teint clair qui sont même nanties, mais qui ne peuvent même pas se faire siffloter par un homme dehors. Est-ce la malchance? Point d'interrogation. Sur le terrain, aujourd'hui, j'avais déjà dévancé, je dis il y a l'ignorance et l'insouciance. Très souvent, qui mènent les gens dans le flot de la dépigmentation. L'insouciance pour des personnes qui disent, dans tous les cas, on doit mourir de quelque chose. Et qui s'y adonnent. Dans tous les cas, ces personnes-là, tu ne peux pas leur arracher leur raison. Et il y a des personnes qui ne savent pas et qui s'y trouvent. Malheureusement, ces personnes-là, je pense qu'avec un effort, on arrive quand même à les convaincre à pouvoir ressortir. Mais je voudrais dire, à la réalité, quand on parle des statistiques, on ne peut pas faire des statistiques en les hommes qui aiment les femmes des teints clairs. Mais à la réalité, les femmes se sont laissées berner par le fait qu'au passage d'une femme de teint clair, les gens crient simplement « waouh ». Donc pour elles, elles font l'extrême. Et donc, elles doivent rester dans la vie. Généralement, la dépigmentation... Attendez, vous dites quelque chose de fort. Vous dites qu'au passage d'une femme claire, les hommes crient « waouh ». Oui. Donc au passage d'une femme noire, les gens ne crient pas « waouh ». Simplement, elles passent de façon... Elle passe de façon inaperçue. Inaperçue. Donc ça veut dire quand même qu'il y a quand même une expression différente. C'est justement... Ça, c'est une réalité. Malheureusement, l'expression masculine, en ce sens-là, motive plus d'une à pouvoir s'impliquer dans la dépigmentation. Malheureusement. Mais pour la petite histoire, écoutez, les hommes, pour parler de leur prouesse, très souvent, sont autour d'un pot. Et ils vont te dire comme ça, j'étais en mission, j'ai croisé une demoiselle, elle était superbe, mais c'est moi qui l'ai embarquée. Mais il va donner tous les qualificatifs qui vont précéder cela. À la fin, il dira, elle était claire, on n'avait même pas besoin même d'allumer la lumière en chambre, elle a ébloui la chambre. Mais écoutez, quand vous dites ça en face d'une dame comme Mariam Touré, c'est attristant, c'est choquant.
elle se dit, mais tiens, pour que je sois aimé, ou bien pour que je puisse attirer le regard d'un homme, j'ai besoin que je puisse avoir un teint frappant. Et voilà comment est-ce qu'il y a cette floraison de femmes qui s'impliquent dans la dépigmentation. D'accord. Et pour poursuivre sa logique, quand vous regardez les raisons pour recourir à la dépigmentation cutanée, elles disent « je veux devenir belle, je veux améliorer mon teint, je veux être plus propre », comme si elles étaient sales. Elles disent « je veux me faire admirer ». Mais se faire admirer de qui? Parce que ne pensons pas que ce sont les hommes qui déclenchent ce processus de dépigmentation. Je pense que c'est un faux procès. Ce n'est pas tous les hommes, parce que les femmes elles-mêmes, elles sont auteurs aussi de cette dépigmentation. Elles veulent répondre à l'attente des hommes, elles veulent sortir de l'anonymat. On entend cela. Je veux sortir de l'anonymat. Et quand vous regardez, professeur Kalogal avait dit à l'entame, aucun groupe n'y échappe. Regardons le groupe des médias. On a des animatrices, quand elles commencent, elles ont un teint d'ébène, bien noir, joli. Et au fur et à mesure qu'elles deviennent célèbres, automatiquement la teinte change. Or, il a dit, les médias ont une vocation éducative. C'est ça. Les médias forgent la personnalité. Mais si, en 10 ans, tu as changé de teinte, tu peux influencer toute une génération. C'est cela. Prenez le milieu footballistique. Nos joueurs, quand ils jouent ici, ils ont des femmes noires. Quand ils se retrouvent en Europe, où ils jouent la Champions League et autres, dès qu'ils remportent, on regarde la femme qui apparaît, elle est blanche. Ou bien, elle est claire. Donc, c'est comme si c'était signe d'aisance, d'évolution, de reconnaissance sociale. Le milieu artistique, souvent même c'est culturel. Quand vous prenez la Chacho Gang au niveau des Congolais, pour ne pas les citer, mais vous voyez, c'est une culture. Dire qu'on est artiste congolais, je vais dire, en vogue, sans se frotter. Le professeur l'a dit, hein, il y a des patients qui viennent des artistes, qui viennent des hommes. Les artistes et les footballeurs, surtout dans le milieu des masculins. C'est ces deux groupes-là, généralement, qu'on croit. Oui, mais professeur, je pense aussi que, c'est vrai, tu as cité 2 groupes, mais il y en a un peu plus que 2 groupes. Non, c'est essentiellement eux que moi j'ai vu. D'accord. Je n'ai pas dit qu'en dehors d'eux. Ah, d'accord. Au passage, ils touchent les journalistes. Voilà, c'est ce que j'ai dit, parce qu'il y a la prévalence hospitalière, c'est ce que nous voyons. Et c'est ce que j'ai pas dit. Vous vouliez intervenir, justement, il a dit que quand la femme claire passe, on dit waouh, tout ça. Oui, ça peut arriver parce que du point de vue culturel, dans nos sociétés, nos femmes sont comme entourées. C'est ça. Donc quand j'aperçois une femme dans mon environnement qui est blanche comme ça, mais ça doit attirer la curiosité de l'homme. C'est pour cela qu'il peut dire waouh. Mais en Europe, quand une femme noire comme vous aussi passe, les hommes blancs se retournent pour les regarder. Oui, bien sûr. Donc il y a la question de la curiosité qui est là. C'est relatif. Mais un dernier élément qui peut faire qu'une femme va se dépigmenter. Oui, allez-y. Vous savez que quand on prend nos sociétés africaines, et précisément en Côte d'Ivoire, les femmes, c'est vrai que c'est une force démographique, environ 50-50, hein, même si le dernier RGPH de 2021, c'est plus de 47%, mais disons, c'est 50% de femmes, 50% d'hommes. 1. 2, quand vous regardez, on parle de féminisation de la pauvreté. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont pauvres. Surtout en milieu rural, on a des pics qui sont aussi entre 80 et 90%. Mais quand vous regardez nos cellules familiales, avec cette idéologie patriarcale, le chef de famille, on dit c'est l'homme. Et avec la loi de 2013, on déconstruit le principe de l'homme chef de famille pour ériger en principe sacro-saint le principe de la cogestion. Mais l'homme est dans son rôle productif. C'est lui qui va créer la richesse, qui va chercher l'argent. Mais c'est celui qui donne, qui ordonne. S'il veut que tu sois clair, mais tu vas te dépigmenter simplement parce que tu veux conserver ton mariage, tu veux satisfaire ton homme. Et donc, les rapports de pouvoir au sein des familles peuvent également être des déclencheurs de dépigmentation. Parce que les femmes, au sein des cellules familiales, très souvent, n'ont pas
le cordon, la bourse, elles sont dans des rôles reproductifs, donc tout ce qui est tâches ménagères, tâches domestiques, et elles peuvent accepter de se dépigmenter juste pour faire plaisir à leur homme. Et puis, avoir plaisir à l'homme sur la question, parce que la femme a tendance à se dire que son homme commence à regarder une femme claire. Oui, c'est ça. Alors que c'est... Donc on s'en sort plus, mais ça nous permet d'aborder avec sérénité cette autre partie donc, de cette émission, ce sont les conséquences. Okay. Les conséquences. Et nous avons un élément à vous proposer qui est signé donc F. Boué sur les conséquences. La dépigmentation volontaire est une pratique qui consiste à utiliser des substances contenant des actifs dépigmentants en vue de devenir clair. Communément appelée tchatcholi en Côte d'Ivoire, cette pratique comporte plusieurs risques et complications. On peut citer dans un premier temps les maladies de la peau. Ce sont les complications les plus fréquentes. Au niveau cutané, on aura les infections cutanées de divers ordres. Elles peuvent être parasitaires, notamment la gale. Bactériennes, on rencontre plus généralement les érysipères, les impétigos. Et les infections aussi mycosiques, communément appelées les dartes, les dermatophysies. La dépigmentation engendre aussi l'acné, les vergetures qui sont vraiment disgracieuses chez les patientes. Elle va entraîner également les odeurs corporelles qui sont très gênantes pour les patientes et souvent une atrophie cutanée. En plus de cela, il existe un risque accru de développer des maladies métaboliques, l'hypertension artérielle, le diabète, des cancers, mais aussi des complications rénales et neurologiques, entre autres. Ces produits sont généralement faits à base de corticoïdes, de mercure, d'hydroquinone. Et ce sont des produits qui entraînent une baisse de l'immunité. Et lorsqu'on a une baisse de l'immunité, par exemple la tuberculose, qui est un bacille, va proliférer sur un terrain qui est immunodéprimé. Pareil aussi pour le diabète. Donc c'est parce qu'on vient faire baisser l'immunité de la personne que ces maladies ont le temps de proliférer. Outre ces troubles d'ordre sanitaire, le blanchiment volontaire de la peau peut entraîner des conséquences psychologiques. La dépigmentation devient une addiction. Elle est classée dans les addictions parce que la dame, peu importe le prix, peu importe les conséquences, elle est prête à se dépigmenter. Même si nous étalons les conséquences, les dangers, si elle sort de votre consultation, elle ira ailleurs pour prendre les produits forcément pour se dépigmenter. Donc, le premier point au niveau mental, ça devient une addiction. Et après, quand les conséquences sont installées, la dame est parfois rejetée par son entourage, puisque les conséquences vont engendrer une prise en charge vraiment coûteuse. Donc, il y a l'abandon et cela va agir sur le mental où la personne peut même développer une dépression. Les complications de la dépigmentation sur la santé et sur le mental ne freinent pas pour autant cette pratique. Fin avril 2015, le gouvernement ivoirien a interdit par décret les produits de dépigmentation, particulièrement ceux contenant entre autres du mercure, des corticoïdes, de l'hydroquinone au-delà de 2%. Cependant, le commerce de ces produits est de plus en plus florissant. Très bien. Bon. Alors, vous voyez tous... alors, bon, dites-moi déjà, je commence par vous, professeur. Effectivement, la dépigmentation va entraîner des complications. Les complications au niveau de la peau, c'est d'abord des complications infectieuses. Ma petite sœur, elle a bien résumé. C'est des infections bactériennes, c'est-à-dire des lésions avec du pus sur la peau. Ou bien on va avoir des pieds qui sont douloureux, qui deviennent inflammatoires, ce que les gens appellent communément les pieds papaye. C'est ça. Ou bien on peut avoir la gale. Si vous voyez quelqu'un qui se dépigmente la peau et qui se gratte surtout la nuit, ne pensez pas à des diagnostics, il s'agit de la gale. La gale. En dehors de la gale, la dépigmentation peut révéler des lésions virales, il peut s'agir des herpès ou même des verrues, et puis des infections mycosiques. C'est ça. Mais attendez, avant d'aller plus loin, dites-nous, pendant combien de temps la personne qui se dépigmente a un boutin, caramel, comme on voit là, pendant combien de temps avant que les conséquences ne s'alignent comme ça? Non, tout dépend de ce qui est utilisé et de la composition du produit. D'accord. Plus le produit est dosé, plus il devient dangereux. C'est ça. Plus le produit
est dosé, par exemple, on dit moins de 2% d'hydroquinone. Quand vous mettez 10%, ça peut être acceptable peut-être pendant 6 mois. Mais quand on passe à 50%, les conséquences de l'hydroquinone vont se mettre en place aussitôt. C'est comme ça. Vous utilisez des corticoïdes, on demande que des injections de corticoïdes érythroïdes, que ces injections-là soient faites tous les 15 jours ou tous les 21 jours. C'est parce qu'on connaît les effets indésirables. Imaginez. Mais la dame se marie dans 2 jours. Il faut... Oui, mais justement, c'est ça le problème. Voilà, il faut qu'elle soit la plus belle. Donc, elle va se donner à cette pratique. Mais c'est ce qui est même dangereux. Donc, on ne peut pas déterminer. Mais tout ça, c'est des champs d'études qui restent à faire. Mais comme je vous ai dit, il faut que ces personnes-là acceptent de venir témoigner et qu'elles acceptent de rentrer dans nos études pour qu'on puisse donner effectivement des chiffres. Même sur les conséquences même de la dépigmentation sur le revenu du ménage. C'est ça. Ouais. À Dakar, il y a une étude qui a été faite. On s'est rendu compte que 19% des gains du ménage sont utilisés pour faire la pratique de la dépigmentation. Cette étude a été faite par une de nos consoeurs, professeur Fatouma Tali, qui... Ouais. Donc c'est le chef de famille qui demande à son épouse... Oui, à certains chefs de famille qui demandent effectivement à la femme de se blanchir la peau. Si tu ne te blanchis pas la peau, je vais te divorcer. Tout comme dans les foyers, dans certains foyers polygames, des femmes peuvent devenir claires parce qu'elles envient la relation de leur mari avec celle qui est claire. Parce que l'homme a plus tendance à se couler à celle qui est claire. Quand il veut sortir, c'est avec la claire il sort. Donc, pourquoi moi je suis noir, je ne vais pas m'éclaircir aussi. Je vais m'éclaircir pour qu'on sorte aussi ensemble. Parce que je pense que mon mari sort toujours avec la claire parce qu'elle est plus présentable. Voilà aussi des raisons. D'accord. Alors, dans cette partie, là où on parle des conséquences, je pense qu'on va devoir insister là-dessus. Si la régie est prête, il y a quelques diapositives sur lesquelles on aurait vraiment aimé revenir. OK. Et puis que vous puissiez nous décrire. Les images sont difficiles à soutenir, mais c'est la réalité de ce qui se passe. Et malheureusement, des femmes vivent ce genre de drame au point d'être recluses. Donc, je vous demande de regarder et d'affronter ces images. Bon. Si c'est slide... D'accord. Donc là... Voilà, c'est des vergetures qu'on voit. Oui. Vous voyez? Donc les vergetures, c'est quoi? L'autre image, c'était quoi? La peau qui éclate, c'est ça? Oui, c'est la peau qui éclate. Et ce n'est pas des vergetures naturelles comme quand on tombe, quand on grossit ou bien qu'on est enceinte. Là, c'est des vergetures qui sont larges comme des autoroutes. Et là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des ochronoses, ce que les gens appellent généralement... Des mamies. Voilà, des mamies. Voilà. D'accord, donc là, on revient là-dessus. Là, ça, c'est les vergetures. Ça, c'est la peau qui a totalement éclaté. Voilà. Et c'est irréversible. Ah, c'est irréversible. Ça, c'est clair, c'est irréversible. C'est irréversible. Rien à faire. D'accord. Mais pourtant... On peut atténuer, mais on ne va jamais... On voit des campagnes où on dit que vous pouvez... ça va faire disparaître les vergetures. Ce n'est pas vrai. C'est sans espoir. Ça, c'est les effets des réseaux sociaux. D'accord. Voilà. C'est sans espoir. C'est sans espoir. Moi, Kaloga Mamadou, dans ma pratique, je n'ai jamais traité quelqu'un qui a ce genre de vergetures. Et puis, j'ai eu un résultat pour dire que les vergetures ont disparu. On peut atténuer. Voilà. On peut atténuer. Pas faire disparaître. D'accord. On n'a qu'à être honnête. D'accord. C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. Donc, on va continuer avec les diapositives. Et là? Ici, c'est de l'ochronose. C'était appelé ochronose exogène ou tache de mamie. Voilà. Vous voyez? Et les mamies, c'était pas sur le visage? Non. Non, pas forcément. Pas forcément. Ça peut être un peu partout. Tout le corps. Vous voyez, quand vous regardez cette peau, elle est détruite. On a l'impression de voir même du goudron sur la peau. Oui. Vraiment, c'est pas pour dégrader. La peau est brûlée, c'est ce qu'on voit. Oui, mais c'est brûlé. Mais la peau se régénère. Est-ce que cette peau ne peut pas, avec des traitements, des produits... Oui, mais on a détruit la peau jusqu'à là où on ne devait pas arriver. D'accord. Et c'est irréversible. On a des ébauches de solutions, mais on ne va jamais atteindre l'atteinte normale. On va essayer d'améliorer. D'accord. Mais on ne va jamais atteindre l'atteinte comme c'était au début. Ça, ce n'est pas possible. D'accord. D'accord. Si on a encore une ou deux autres diapositives qui vont nous commenter. Voilà, là, qu'est-ce qu'on voit? Ici, c'est une infection mycosique. Docteur Oucho a dit tout à l'heure,
ces infections-là apparaissent parce qu'on va avoir une baisse de l'immunité. Lorsqu'il y a une baisse de l'immunité, les microbes peuvent proliférer facilement. Voilà, parce que vous voyez, par exemple, les lésions se situent sous le sein. Oui. Et en bas des seins, sur la peau, on peut avoir des microbes qui ça profite de notre corps, c'est-à-dire qui vivent sur notre corps sans donner de lésions. Mais lorsque l'immunité va baisser, ces microbes-là vont se multiplier, vont devenir pathogènes et puis entraîner certaines lésions. Avec l'humidité sous les seins, avec l'usage de ces produits dépigmentants qui vont entraîner la baisse de l'humidité, on va avoir une prolifération d'infections sur la peau. D'accord. Très bien. Et peut-être la dernière diapositive. Là aussi, c'est une infection due à des champignons. Des champignons. Voilà, ici on appelle cette lésion-là la dermatophysie. D'accord. Voilà, avant communément appelée herpès circiné. Voilà, c'est dû aussi à une baisse de l'immunité. Et vous, si vous regardez sur cette slide, vous allez voir en fond, en haut, qu'on commence à avoir des vergetures. Donc ça veut dire que chez une même personne, on peut avoir une, deux ou plusieurs complications, voire plus. Sur cette slide-là, on voit deux complications. Les vergetures et la dermatophysie. Très bien, je pense que les images sont très parlantes, elles sont dures, effectivement. Et c'est bien... Voilà, ici, vous voyez, c'est des champignons. Champignons. Oui, c'est des champignons. Généralement, quand même ces personnes-là ont même ce genre de lésions, voilà ce qu'elles nous disent en constatation. Moi-même, j'ai honte de me déshabiller devant quelqu'un. Vous voyez? Vous avez fait votre chose, et puis les conséquences sont là. Vous-même, vous avez honte de vous déshabiller devant quelqu'un. Et c'est ce qu'il disait. Parce que ces produits dépigmentants peuvent entraîner un vieillissement précoce de la peau. Et lorsqu'il y a un vieillissement précoce de la peau, ça veut dire que vous allez avoir une femme qui a 35 ans, mais qui apparaît comme quelqu'un qui a 55 ans. Donc ça fait que le monsieur qui était content, quand il avait 18 ans, quand il faisait cette pratique-là, il ne reconnaît plus cette dame-là parce qu'il sent qu'elle est plus vieille. Donc il ne va plus prendre cette vieille-là pour le suivre, pour aller faire les manifestations. C'est ce qu'il a dit, d'où beaucoup de déceptions et beaucoup de séparations. Parce que moi, j'ai entendu dire des femmes à ma consultation, mon mari dit que si ma tâche-là ne disparaît pas en une semaine, il va me divorcer. Vous voyez? Quand vous faites la pratique, c'est bien. Mais quand les conséquences sont installées, vous êtes la seule personne à souffrir. Souffrez parce que vous avez les lésions dermatologiques. Souffrez parce que ça fait mal. Souffrez parce que vous êtes isolé. Isolé, d'accord. Alors, à ce stade-là, on va rapidement vous donner la parole. Et je vais ajouter, Mariam, pour répondre à la question du téléspectateur, lorsqu'on arrête la dépigmentation, on avait stoppé la mélanogénèse, c'est-à-dire que la production de mélanine, on avait bloqué. Lorsqu'on arrête la dépigmentation, le stock de mélanine qui a été fabriqué va se déverser dans la peau et la personne va devenir plus noire qu'avant. Elles ne sont pas prêtes à assumer. Elles ne sont pas prêtes à assumer et la peau ne reviendra jamais comme avant. Ça peut s'améliorer, mais elle ne redeviendra jamais comme à l'origine. À l'origine, ça c'est clair. Ça aussi, il faut retenir. C'est vrai qu'on vous donne la parole parce que c'est vraiment les conséquences. Et c'est un dermatologue, spécialiste en dermatologie, qui peut nous expliquer cela. Mais messieurs, en deux phrases, qu'est-ce que vous inspire cette étape de l'émission? Oui, il l'a dit au plan médical. Maintenant, au plan sociologique, il a même touché. Lorsqu'on a des complications dues à la dépigmentation cutanée, le sujet ne va même plus s'aimer. Donc c'est une crise de confiance en soi, c'est une crise de l'estime de soi. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, ça pose un problème de santé mentale. Bien sûr. Ça pose un problème de santé mentale parce que quelqu'un qui ne dort plus, parce qu'au moment où vous dormez, vous faites un bon sommeil, elle est en train de réfléchir parce qu'on lui dit
si 10 jours après ta tâche ne disparaît pas, tu quittes le foyer. Donc, elle est anxieuse, elle est dépressive. Donc, et puis elle est malade. Elle est malade. Donc, la santé mentale même est touchée. Un autre élément, il a dit elle est isolée. Parce qu'elle va faire l'objet de railleries. Quand elle va passer dans la communauté, dans le quartier, les gens vont se mettre à rire, à se moquer. Elle est victime de stigmatisation. Elle a une peau lézardée. C'est-à-dire qu'elle passe, c'est comme un lézard qui passe. Elle est noire, elle est rouge, elle est tout à la fois, mais sauf le teint qu'elle devrait avoir. Et donc, la stigmatisation est conditionnée aussi par la pression sociale. Parce qu'en réalité, le miroir, on se regarde où? Dans le regard des autres. Et les gens, ils commencent à te mettre la pression pour te dire que tu as échoué. Parce que personne ne voudra de toi et finalement, tu as des risques même de suicide. Tu es exposé au suicide. Et enfin, j'ai dit que quand vous prenez cette dépigmentation artificielle ou dépigmentation cutanée, il y a 3 formes. Il a dit, il y a la forme injectable, mais souvent, c'est un peu cher. Donc, si tu as les moyens, tu peux. Mais quand tu n'as pas les moyens, tu vas aller prendre des produits peut-être accessibles, mais aussi nocifs que les autres. Donc, pour moi, ça peut encore renforcer les inégalités de classe sociale. Voyez-vous? Et donc, les personnes qui, peut-être, n'ont pas les moyens, qui veulent ressembler aux personnes qui ont la teinte claire, qui sont adulées, vont aller rapidement à ces produits qu'on retrouve dans certains quartiers, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez, c'est les réseaux parallèles qui pullulent partout en Côte d'Ivoire, avec nos frontières aussi souvent, qui sont poreuses. Oui. Donc, on a accès à ces produits qui sont nocifs, qui sont dangereux, et finalement, c'est un problème de santé publique. D'accord. Nous allons savoir ce que pense notre public, mais juste avant, professeur, les conséquences. Comment est-ce qu'on peut avoir le diabète en s'éclaircissant la peau? Comment est-ce qu'on peut avoir l'insuffisance rénale en s'éclaircissant la peau, par exemple? Ok. C'est simple. Quand on utilise des corticoïdes, tout le monde sait que les corticoïdes ont comme effet indésirable le diabète. C'est un effet indésirable qui est connu. C'est simple. Et les corticoïdes peuvent entraîner une élévation de la tension. Voilà. Quand on utilise des dérivés mercuriels qui vont passer dans le sang, alors que ce n'est pas leur place, ils vont agresser le rein et puis être à la longue responsable d'insuffisance rénale. C'est comme par exemple les cancers cutanés. Notre peau noire est protégée par notre type de mélanine que nous avons. Quand le soleil frappe le corps, ça fait le parapluie de protection. Notre mélanine empêche la pénétration de ces rayons-là dans la profondeur des tissus et du noyau de la cellule. Or, lorsqu'on détruit la mélanine, les rayons solaires vont pénétrer la peau, aller dans les noyaux, créer des radicaux libres, et ce sont ces radicaux libres-là qui vont être responsables des cancers. Et ces cancers-là, vous allez voir dans toutes les publications que ces cancers sont localisés sur les zones dites photoexposées, c'est-à-dire au niveau du visage, au niveau du décolleté. Donc, c'est le cancer de la peau, mais ça sera visible au niveau du visage et puis du décolleté. Non, voilà. Non, les cancers qu'on a eu à décrire jusqu'à présent sur la dépigmentation, c'est au niveau du visage, au niveau du décolleté ou au niveau du tronc. Parce que ce sont ces zones-là qui sont généralement photo-exposées. Parce que vous voyez même, hein, la physiologie de ces personnes qui s'adonnent à la dépigmentation, c'est de porter des vêtements qui permettent de voir le beau teint. Le beau teint, de les mettre en valeur. Tout à fait. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, le moment est arrivé pour prendre les préoccupations de notre public. Alors, pourquoi l'État n'est pas capable d'interdire ce phénomène? Le blanchiment de la peau n'est-il pas dû au fait que la préférence des hommes se porte plus vers les femmes de teint clair? Est-ce qu'il
M. Zach aimerait poser la question au sociologue. Est-ce que ce n'est pas un phénomène qui serait spirituel? Ensuite, Monsieur Diakuno, bonsoir à tous. J'aimerais savoir si c'est possible de revenir à la couleur de peau initiale après la dépigmentation. Il a déjà dit. J'ai répondu. Voilà. Donc, est-ce que c'est spirituel? Rapidement. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que ce sont des artefacts. C'est-à-dire, on essaie de mobiliser des raisons de se blanchir intentionnellement la peau. Ce ne sont pas... C'est vrai qu'on a des facteurs culturels, magico-religieux, mais je pense que spirituellement, je ne crois pas qu'on ait un être transcendantal qui demande qu'on puisse aller se blanchir la peau. Sur la question, oui. On a rencontré des cas où effectivement les gens se posaient la question, est-ce que ce n'est pas spirituel? Mais je pense que c'est l'addiction qui est derrière, qui pense qu'on commence à croire que c'est spirituel. Vous utilisez un produit qui vous décape la peau, qui à un moment donné commence à changer négativement votre peau, mais vous-même, vous n'arrivez pas à arrêter. Parce que l'addiction s'est installée. On se dit, mais est-ce que humainement on peut se maltraiter comme ça si derrière il n'y a pas un esprit qui vous tourmente et qui vous maintient dans cette situation-là? Alors que c'est tout simplement l'addiction. Maintenant, le professeur là pourra expliquer comment est-ce que cette addiction-là s'installe. Mais vous voyez, quand vous commencez à penser qu'il y a peut-être un esprit qui vous conduit à le faire, on n'est pas loin du problème de santé mentale. La dépression dont je parlais là. Non, c'est clair. Hein. C'est ça. Il y a un problème de santé mentale dans cette affaire. Santé mentale. C'est-à-dire que l'addiction, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens qui font la dépigmentation ont peur d'arrêter le phénomène. Parce que lorsqu'on arrête la dépigmentation, automatiquement, on devient plus noir qu'avant. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à dire. Voilà. En fait, je ne suis pas sur ce plateau pour dramatiser les choses. J'ai dit ce que je sais. En tant que dermatologue. En tant que dermatologue. C'est ça. Ce n'est pas pour agresser qui que ce soit, mais j'ai dit ce que je sais. C'est cela. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. À ce stade, messieurs, le tableau est bien sombre. Maintenant, nous souhaitons avoir des pistes de solutions. Ce qui est fait, par exemple, par le gouvernement, ce que vous faites, des associations actives sur le terrain, la sensibilisation, par exemple. Juste avant, nous avons un élément de reportage qui nous est proposé par Konesiaka. Les produits quittent à l'extérieur pour venir. Donc, c'est de freiner l'entrée de ces produits en Côte d'Ivoire. Ça aussi, ça peut mettre un frein à chose parce que les conséquences sont graves. Et puis aussi, les entreprises qui fabriquent ces produits, que l'État fasse un travail à leur niveau pour arrêter cela. Donc, interdisez d'abord au marché. Si vous interdisez au marché, ça va beaucoup stopper. Il y a mes soeurs même qui prennent produits. Actuellement, ça ne va pas. D'autres ont des mamies, d'autres sont brûlées, d'autres sont devenus dans des pocs. Il y a une de mes soeurs qui est décédée même pour ça. Parce qu'elle a suivi une opération, on n'a pas pu coudre la peau. Il faut s'accepter avec la couleur avec laquelle on est né. Et si on veut prendre soin de sa peau, on va à la pharmacie. Tranquillement, vous demandez quelque chose pour prendre soin de votre peau, sans pour autant l'agresser ou vous créer de problèmes. Il faut déjà éveiller les consciences parce que c'est un complexe, c'est dans la tête. On doit organiser ce commerce-là, à ne pas que nos jeunes soeurs, nos jeunes mamans aient l'accès facile à ces produits-là. On doit les réglementer, peut-être que dans des pharmacies, donner peut-être des âges qui pourront peut-être avoir accès à ces produits-là. C'est la sensibilisation. Chaque fois, parlez-en. Parce que souvent, ça crée des... Et puis, faites les confrontations dans les hôpitaux, les peaux qui s'enlèvent, n'importe comment là. Présenter ça, filmer, présenter aux gens, sensibiliser, ils vont comprendre. Sinon, on ne peut pas empêcher quelqu'un de rater sa peau. Tout commence par l'éducation dans nos écoles. Si on a bien sensibilisé les enfants à l'école, montre les côtés néfastes de la dépigmentation, je pense qu'ils vont arrêter de se dépigmenter. Il faut que l'État ivoirien essaie
de fermer, d'empêcher les gens de vendre. Parce que tant que les gens vont vendre, les gens vont acheter. Donc quand les gens vont acheter, ils vont aller se dépigmenter. Vous voyez ce que ça fait comme dégâts dans le pays. Il y a des garçons même qui se dépigmentent, c'est pas bon. Pour les femmes, n'en parlons pas. Si on pouvait vraiment prendre une loi à l'Assemblée nationale, ça serait encore bienvenu. Parce que là, au moins, on aura peur de le faire. Sinon, laisser libre champ à tout le monde comme ça, chacun vraiment est libre. Et quand c'est comme ça, là, c'est pas bon. C'est vraiment pas intéressant. Voilà, nous sommes de retour en studio. L'État a été cité plusieurs fois. Alors, un décret a été pris en 2015. 29 avril 2015. Le 29 avril 2015, un décret a été pris. Alors, vous qui êtes sur le terrain, oui. Monsieur Do, oui. Dans cette lutte pour chercher à comprimer ce phénomène-là, est-ce que la loi qui a été prise, est-ce qu'elle est appliquée sur le terrain? Merci bien, très chère sœur, de me poser cette question. Je me réjouis déjà qu'en 2015, un décret a été signé. Vous savez, dans un pays, quand on signe un décret, c'est constatant certaines observations et dans le sens de pouvoir, j'allais dire, créer une sérénité ou une protection au sein de la dite communauté ou de la population. Malheureusement, le décret a été signé, il a été mis aux oubliettes. Et le décret, il n'est pas mis en exécution, il n'est mis en exécution sur aucune partie du territoire national. Quels sont les grands axes que ce décret, pouvez-vous nous résumer? Le décret stipule que tous les produits qui sont composés des actifs qui ont été précisés tout à l'heure par le professeur Kalouga, en l'occurrence tout ce qui est des dérivés mercuriens, comme on appelle d'hydroquinone. Vous avez même certains nouveaux produits également qui sont sortis pour juste contourner le décret. Et donc le décret dit tous ces produits qui sont composés d'actifs ne doivent excéder 2% d'existence. Mais je vais aller plus loin. Ça, c'est selon les normes de la CEDEAO. Mais au-delà de là, il y a ce qu'on appelle... Non, mais dites-nous le décret d'abord. D'accord. Donc, le décret nous dit qu'il est interdit... 2%, pas au-delà. 2%. Ensuite. Mais ça, c'est ce qui concerne les produits qui sont officiellement déclarés et vendus sur le marché. Mais il y a également des produits qu'on appelle les produits artisanaux, qui sont des produits de fabrique des individus qui les amènent sur le terrain. La loi dit que c'est interdit. Malheureusement, selon nos enquêtes, nous nous retrouvons avec 34% des... La loi dit quoi? Des produits on continue artisanaux. Donc, ouais. La loi dit qu'il est carrément interdit de pouvoir vendre les produits artisanaux. La loi également dit qu'il est interdit de faire la publicité des produits éclaircissants sur les antennes de télévision, sur les panoramas. Malheureusement, c'est le contraire. La loi également dit qu'il faut permettre que les produits soient circonscrits dans des endroits. Et comme le professeur a dit tout à l'heure, il y a des produits qui sont destinés pour valeur thérapeutique. Et quand on parle des cas d'officine, par exemple, les produits doivent sortir que sous attestation d'une ordonnance médicale. Oui. Malheureusement, nous constatons que ces produits qui sont destinés pour des soins thérapeutiques sont laissés à la portée de tout citoyen lambda. Et c'est triste. D'accord. Donc là, ce sont les points saillants de la loi. C'était en avril 2015 du décret et malheureusement, ce n'est pas appliqué. Malheureusement, ça, c'est un état de fait. C'est ça. D'accord. Maintenant, vous, les actions que vous menez sur le terrain, comment vous faites pour contourner la chose et puis pour pouvoir peut-être sensibiliser ou encadrer? En la réalité, nous avons une force. Notre force, c'est le contact de proximité. Et le contact de proximité qui s'inscrit dans la sensibilisation a plusieurs axes. Nous avons la sensibilisation avec les industriels eux-mêmes d'abord, qui sont acteurs prépondérants dans ce phénomène. Ensuite, nous avons l'interpellation de nos, de nos autorités sur le fait que le décret existe et qu'il n'est pas mis en application. Le troisième fait, nous nous faisons appuyer par certaines structures publiques, étatiques, avec à la tête le professeur Kalouga que voici ici, qui s'inscrit de façon volontaire à nous accompagner dans ce processus en assistant de façon médicale les victimes de la dépigmentation. Déjà, votre premier point, quand vous dites que vous parlez aux industriels, vous leur dites quoi et puis ils réagissent comment? À la réalité, les industriels, ils sont conscients du phénomène, de la réalité du phénomène.
Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une activité génératrice de revenus. Et qui, vous savez, avec les industriels, tant qu'il y a plus de demandes, ça fait les chiffres d'affaires. Et donc, on ne peut pas se défaire des chiffres d'affaires. C'est ça la réalité. Et la triste réalité, malheureusement. Là, ça interpelle les autorités. Mais justement. Par rapport à l'application du décret. D'accord. Et vous êtes allé vers les autorités? Nous sommes allés vers les autorités. Aujourd'hui, nous disons merci au ministère de la Femme qui vraiment a donné sa poitrine pour ce combat, qui est en train de prendre un élan. Mais également le ministère de la Santé qui est en train d'accompagner le processus. En quoi faisant? Oui, de façon institutionnelle, mais en mettant à nos dispositions également certaines structures qui nous accompagnent. En l'occurrence. Qui nous accompagnent, qu'est-ce que ça veut dire? Qui nous accompagnent. Il y a une répression, il y a l'enlèvement de produits. Il y a une répression qui s'apprête avec la police sanitaire. Mais il faille que cela soit de façon collégiale. Il y a un seul ministère qui fait actuellement l'obstacle, le ministère du Commerce. Et c'est ce ministère-là qui ne réagit pas depuis 3 ans que nous les avons interpellés sur le phénomène. Alors, les structures signataires donc, de ce décret, ce sont lesquelles? Oui, le ministère du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé, le ministère de la Communication. Voici les 3 grands ministères intervenants. Mais il y a 2 grands ministères qui ont la voix prépondérante. En l'occurrence, celui de la Santé et le ministère du Commerce. D'accord. Et là, vous nous dites ce soir que le ministère de la Santé commence à vous accompagner. Le ministère de la Santé commence à vous accompagner, surtout par certains secteurs tels que l'AIRP également, qui nous a même accompagnés dans la dernière caravane que nous avons eue dans 3 régions de la Côte d'Ivoire. En l'occurrence, la région de San Pedro, la région du Nawa et puis la région d'Issia également. C'est quand même le ministère de la Santé qui est en première ligne. Non. Non. Logiquement, ce n'est pas le ministère de la Santé en première ligne. Aujourd'hui, il y a une direction au niveau du ministère du Commerce qu'on appelle la direction du contrôle qualité et la répression de fraude. Logiquement, quand on prend des produits artisanaux, il est de leur devoir, de pouvoir, parce que ça ce n'est pas dans le... C'est un délit, c'est une fraude. Logiquement, ces produits ne doivent pas se retrouver sur le marché ivoirien. Et pourquoi? C'est au vu et au su de tout ce que ces produits sont vendus sur le marché. Nous avons eu l'occasion de parler avec la direction du contrôle qualité en Côte d'Ivoire. Ce qu'on nous a laissé entendre, c'est que est-ce que c'est la priorité en Côte d'Ivoire? Il n'y a-t-il pas d'autres problèmes qui se présentent? Je pense qu'on va faire un plateau et puis on va inviter les parties absentes parce que vaut mieux qu'il y ait une certaine réactivité aux propos que... À la réalité, je les mets tous au défi. Notre objectif, c'est que la population soit sécurisée parce qu'on en a besoin. On n'a pas besoin d'avoir un peuple dénaturalisé parce que qu'est-ce que nous laissons comme éducation à la prochaine génération? C'est ça. D'accord. Donc, on a bien compris, en ce qui concerne les structures étatiques, qu'il y a une volonté actuelle et manifeste d'accompagner. Et puis, même si le décret a été pris depuis 2015, ben, vaut mieux tard que jamais. C'est maintenant que les choses commencent à bouger. En addition, je vous l'ai dit, quand le décret a été signé, c'était juste au temps de Madame la ministre Kofi Raymond. Automatiquement, il y a eu réaction. Le ministre de la Communication d'alors a interdit toute publicité des produits éclaircissants sur les plateaux télé. Mais malheureusement, depuis un certain moment, nous ne comprenons plus rien. En fait, c'est comme si le décret avait été carrément annulé. Et ensuite, le ministère de la Communication, en collaboration avec la police sanitaire, a commencé à enlever tous les panneaux publicitaires de la ville. Donc déjà, il avait commencé à avoir la mise en œuvre du décret. Et du coup, tout a été estompé. Très bien. Alors, je tiens à préciser aussi que le ministère de la Santé s'inscrit dans cette lutte. Et je suis même invité sur ce plateau. Alors, dites-nous d'abord à quel titre vous dites ça? Non, je suis invité sur ce plateau à la demande du ministère de la Santé. Oui. Parce que j'ai reçu instruction du ministre à travers le service de communication de venir participer à cette émission. D'accord. Sinon, je n'étais pas là. Et les premiers contacts, j'ai dit que j'étais tellement fatigué parce que j'avais effectué un voyage la semaine dernière. Donc, comme mon ministre m'a instruit pour venir parler de la dépigmentation, et je travaille aussi avec l'AIRP, et on a des ébauches de solutions sur le phénomène. Donc, j'ai bien accepté d'être sur ce plateau à cet effet. D'accord. Donc, pour dire que nous, au ministère de la Santé, on ne dort pas. D'accord, c'est
C'est bien compris, on a compris que la volonté y est, que les choses bougent. Nous sommes déjà au terme de cette émission. Je vais vous demander un dernier et rapide tour de table. Allez-y. D'accord. Sur la question comment venir à bout du phénomène, déjà on salue ce décret qui a été pris depuis 2015. Mais il ne faut pas oublier que le décret en lui-même n'interdit pas de façon tout azimut l'utilisation de ces produits-là. On a dit qu'il ne faut pas aller au-delà de 2% d'hydroquinone. Oui. Et à la suite de ça, je crois qu'il y a un comité national d'évaluation et d'autorisation qui a été mis en place, qui est censé donc vérifier le taux d'hydroquinone dans ces différents trucs. Est-ce que ce comité a été effectivement activé ou pas en principe? Parce que le décret n'est que sur papier, mais dans sa mise en application, comment est-ce qu'on fait en sorte que vraiment dans la pratique ce soit possible? Donc ça, il faut veiller à ce que ce comité-là existe et qu'il rentre en activité effectivement. Après, c'est par l'école qu'on peut transformer la société. Il faut, à partir de l'école, apprendre à nos enfants que telle ou telle pratique sont dangereuses et que voici ce qu'il faut faire, ce qu'il y a à faire de bien, ce qui est mal, et que ça rentre dans les habitudes des enfants déjà dès leur bas âge. Je crois que de cette façon-là, on peut arriver à changer la société. Je remercie. Monsieur Do. Et je voudrais juste dire en deux merci, phrases, s'il vous plaît. Merci à l'Éducation nationale déjà, qui est partenaire aux caravanes de sensibilisation que nous sommes en train de faire, parce que déjà, ils nous invitent à pouvoir initier à bas âge nos enfants à comprendre qu'il est important de pouvoir s'accepter soi-même. Alors nous voulons inviter toute la Côte d'Ivoire à comprendre que la dépigmentation est un phénomène malheureusement triste avec assez de conséquences drastiques. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Koulibaly. Alors, moi, je dirais que les femmes souffrent dans ce pays. Vous remarquerez qu'elles sont beaucoup victimes de violences basées sur le genre, les cas de viol, les cas de violences physiques, les cas de déni de ressources, d'opportunités, de services, violences psychologiques et émotionnelles. Et encore, elles sont beaucoup plus touchées par cette dépigmentation cutanée. Il est important qu'au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui déjà s'implique dans ce processus, que les familles, puisque c'est le ministère de la Femme, de la famille, que les familles soient les déclencheurs de ce processus transformationnel pour faire en sorte qu'on ait l'information dans nos cellules familiales, que les familles soient éduquées et que le changement de comportement puisse se faire. Et pour moi, toute la stratégie doit être basée sur la famille à travers la parentalité positive. Je remercie. Professeur, le dernier mot. Bon, je pense que il y a 3 types de prévention qu'on doit faire. La prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention primaire, c'est faire la sensibilisation pour éviter que ces personnes qui n'ont pas encore fait la dépigmentation ne fassent pas du tout la dépigmentation. La prévention secondaire, c'est accompagner celles qui font déjà la dépigmentation et qui n'ont pas de conséquences. D'accord. Et la prévention tertiaire, c'est accompagner ces femmes-là qui présentent des complications de la dépigmentation. Et il faut que ce soit clair sur ce plateau, aucun dermatologue ne va s'en prendre à quelqu'un à sa consultation parce que cette personne a pratiqué la dépigmentation. Nous sommes là juste pour conseiller et les accompagner. Messieurs, je vous remercie de vos différentes interventions. Alors, il n'est pas encore trop tard. Pour les plus courageuses, il va s'agir d'arrêter, d'avoir la volonté d'arrêter et puis d'entamer le processus de transition. Mais quelque chose de fondamental qu'on retient ce soir avec tous les experts que nous avons sur ce plateau, nous n'avons noté aucune conséquence positive à la dépigmentation. Aucune. Ça, c'est une réalité. Mesdames, messieurs qui sont concernés, courage. Madame, Monsieur, infiniment merci de nous avoir suivis et bonsoir.